I'm totally in your line of thought, but I wondered if you also looked into the position of the existing population in Newburgh. Did you talk to the people who inhabited the place originally before the creative class moved in, and what was their vision on the city, I wonder? I mean, for me, you displayed one side of the coin, but I wonder how the other side would look like. Was there a vision? What would they, I don't know. Well, the critique that the newcomers have is that there was no coherent vision that city leaders had for the direction that the city should be going in terms of how it can grow and overcome many of its problems. This is a very poor city, minority city, very, very few opportunities. Its main economy is essentially the nonprofit sector and the service sector from public subsidies. So state agencies and human service agencies and things like that, and the nonprofits who serve them. Everybody else who has a professional job, more or less, works outside of the city. So, mired by all those problems and the sort of cascading effect of 40 years or so of disinvestment and poverty, they didn't really have many options for what they could do, really. I'm having an issue with this because on the one hand, I'm analyzing what the newcomers have to say about it, which is very derogatory, that these folks are incompetent, that they lack any kind of coherent vision, that they don't have any plan in place for what they want to do. On the other hand, they're not wrong. That there has not been that, right? That's been in place there. So the other part, I didn't talk about it today, but the other part of my project is focusing on the existing residents who are there and how they react to these sorts of conditions. Most have absolutely kind of no conception of what most of this stuff is. Craft beer is a complete anomaly to them. They have no idea what it is. They don't have these sorts of cultural understandings of, you know, what's going on around them. They know something's happening. They know what gentrification is. They know that there are a few streets that are revitalizing, but they recognize quite clearly that, you know, this is not for them. This is not stuff that's going to benefit them. You know. Okay, and if they realize this, like, what is then in their mind? What should the city go to? I mean, on the side of the residents. The side of the city, they think that the city should continue providing low-income services for them, such as affordable housing, which I was explaining this to someone the other day. They didn't understand what I meant. So affordable housing, like publicly subsidized housing for a variety of groups at different income levels is what I'm talking about. So they said they need more of that. They want crackdown on greater enforcement on bad acting landlords who own buildings that are of substandard quality. They want more police presence. They want the gangs to be removed. They want drugs to be removed. Their issues revolve around matters that relate to poverty, which they've been in for multiple generations at this point. That's what they want the city to do. They don't want the city to provide a tax incentive for a craft distillery. They could care less. They don't even know what it is. So I'm trying to analyze what their reactions to that have been in a more, you know, in-depth, nuanced way, but it's a very different reaction also from what we see in large cities in the literature. Yes. Thank you for your presentation. I just want to maybe complete this question, because if you have said yourself that these newcomers has become a owner class. Yeah. It means it has probably also a big influence of the land price on the housing price, and I don't know, the short time you have looked at this area. I am sure you have probably see something which is in the direction of, you said, gentrification and the role of these newcomers on. Yeah, absolutely. I mean, the housing prices have gone up considerably in the neighborhood. Rental units have gone up considerably. Pretty much everyone moving there is owning a home. Some are buying a multifamily home or buildings as investment properties, right? In which case they're evicting existing residents as they have to renovate the units. And when they renovate the buildings and renovate the units, the price becomes more market rate.
There are countervailing forces in the city that I didn't get to go into, some nonprofit agencies that are creating new affordable housing, which the newcomers say, look, they're doing that over there, so that's going to balance it all out and it's all going to be okay in the end, right? That kind of thing. I mean, the market rate to affordable housing construction is 2 to 1 when it comes to new units, so that's bad math when it comes to sustainably maintaining a population that is underprivileged. So, yeah, no, it's having a huge impact on real estate values there. Absolutely, it's going to go up. As long as people still keep moving there from New York City, and that's not going to stop anytime soon. Oui, enfin, moi j'aurais aussi une question concernant cette identification, clarification. En fait, on a ce matin dit qu'on parlerait des Fab Labs. Les Fab Labs sont un des mouvements, disons, qu'on a pu identifier en dehors de ce qui se passe là à Newburgh avec l'artisanat qui a été aussi décrit avec le mouvement des brasseurs. J'aimerais savoir quel rôle, parce qu'on n'en a pas du tout parlé pour le moment, et dans certaines villes comme à Paris par exemple, ou en Allemagne, à Berlin, etc., il y a quand même un fort mouvement identifié dans ce secteur-là. Et donc, est-ce que ça a été identifié quelque part dans les études que vous avez pu faire sur le développement dans les projets là, que vous avez accompagnés? Donc sur les Fab Labs, ce n'était pas l'objet de la présentation. Il se fait que j'ai fait une enquête précédemment là-dessus. À nouveau, je pense qu'il faut regarder la diversité des modèles et aussi des modèles économiques des Fab Labs. Il y a des Fab Labs qui sont très centrés sur des professionnels du design qui sont établis dans les villes avec des équipements très sophistiqués où il y a un coût d'entrée, ou en tout cas il y a une sélection à l'entrée et qui sont destinés à attirer des professionnels qui vont là trouver une mutualisation de machines qui vont les aider à faire les biens qu'ils veulent créer, essayer de créer une sorte de communauté d'expérience, une agrégation mais aussi des systèmes où on peut simplement louer une machine pour son propre besoin. À l'extrême inverse, il y a une série de Fab Labs qui représentent des formes complètement alternatives, qui sont établies par des étudiants d'université et qui vont reposer sur un peu ce que j'ai appelé l'authenticité oppositionnelle, qui vont œuvrer pour la réappropriation des savoirs, la réappropriation radicale et indexer quelquefois sur un projet ou sur une lecture très politique, en fond, de la manière par laquelle le do-it-yourself peut être une forme de réappropriation individuelle face au monde de la consommation. Et puis, entre les deux, on va retrouver aussi des Fab Labs plus ouverts, avec des projets éducatifs qui consistent aussi à essayer de créer du lien et d'être un prétexte à travers lesquels les personnes vont se rencontrer, vont faire émerger de la créativité, etc. Donc je pense que les clés de lecture que j'ai eues un peu ici sur les microbrasseurs en distinguant trois formes risquent de se retrouver en fait dans pas mal d'activités comme celle-là, et notamment autour des Fab Labs. Alors, ce qui veut dire qu'il faut essayer de pointer les enjeux, en fait, autour de ces différents modèles, parce qu'ils conduisent à des choses relativement hétérogènes autour d'un même thème. Et si l'idée, c'est d'avoir des dispositifs qui permettent de casser les relations un peu habituelles de production, où il y a un producteur et puis il y a un client qui est distant, qui ne fait que d'acheter un produit, et qu'on veut transformer cela pour qu'il y ait un peu plus de formes de participation sur lesquelles il faut quand même s'entendre, parce que c'est pas nécessairement de la participation complètement citoyenne non plus quand on participe à une brasserie et qu'on fait partie de sa communauté et qu'on peut voter sur la bière qui sera mise à la carte le mois suivant. Mais il y a une diversité de modèles et il faut arriver à bien les comprendre et comprendre la logique aussi de ceux qui les installent, qui les font vivre et le projet qu'ils poursuivent là derrière. Voilà. Right, the microphone's been given to me. I've been asked to say something about Fab Labs. We're having a very sort of exclusionary
based discussion at the moment. So we're talking about a very special group of very advantaged individuals. So we must put those to one side, because these are people who don't need any assistance. They're perfectly capable of getting around and doing what they want to do and developing nice, contented and happy lifestyles. It's the rest we need to be thinking about. So the Fab Lab movement tends to be very niche. It tends to be targeted at a particular group of individuals. There are attempts to use it as local economic development, where you set one up within a deprived zone and you will permit people and encourage people to utilize that technology and to play with the equipment. But the problem is the flows out into wider employment is where you then have a significant problem. So whether they just end up with playing with it and it's seen as a time of preoccupying their time rather than leading to a longer-term career. So if you want to make a real difference in local economic development that embraces everybody, target your primary schools, target your secondary schools. Look at how within our curriculums, within primary schools and secondary schools, various forms of production are excluded. So what's within the syllabus, what isn't within the syllabus, and what life chances are our children encouraged to actually imagine and go for. So within Birmingham, we have one of the most, we've got the largest and most successful manufacturer of whistles. Now, it argues it's no longer a whistle company, it's a company that does sound technology. So anything to do with sound. So at the moment, it's working on designs to produce sounds for electric vehicles rather than just standard whistles. That company converted its upper floor of its factory into a space to encourage primary school children to understand what goes on in their factory and how fun it is to be involved in manufacturing. It's a company that has no difficulty recruiting people into its workforce because it's educating them from primary school upwards about manufacturing. So that's an inclusive-based agenda, not one which is just exclusionary and targeting a very special group of people who have particular middle-class lifestyles. So let's widen the debate a little bit. J'ai une question qui est un peu transversale et c'est plutôt une interrogation. Quand on s'intéresse aux personnes qui sont au centre de la réflexion depuis ce matin, et je trouve que le cadrage initial était assez intéressant, on les identifie comme des makers. Et ça les sélectionne, enfin ça sélectionne un groupe de manière un petit peu discutable. Et on les construit aussi politiquement. Et en présence des instances publiques, c'est d'autant plus inquiétant pour moi, parce qu'on leur fait courir le risque d'être soumis à un processus de sélection qui, dans un contexte où les pouvoirs publics sont très attentifs à l'innovation, la créativité, etc., peut les mener au rôle de gentrifier, etc. En fait, je travaille sur cette question et j'arrive pas à trouver un terme qui inclurait ceux qui fabriquent avec leurs mains et qui ne sont pas des makers, en quelque sorte, ceux auxquels vous avez fait référence. Et en fait, je crois que j'ai loupé, je travaille dans un autre contexte et j'ai loupé peut-être le making du maker, enfin le make-off du maker. Et donc, je me suis confronté, j'ai un titre pour la recherche que je suis en train de mener et je le déchire chaque semaine parce que j'en trouve pas un qui me convienne, parce qu'ils sont tous affublés de termes qui sont très forts ou trop forts. Et je l'ai écrit comme ça, je vous le cite pour l'exemple, mais Makers and the City, alors j'ai effacé et je dis The Ordinary Makers and the City. Et ordinary, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à toute une forme de théorie qui nous vient de par chez vous, Ordinary City versus Global City, etc. Et donc j'aimerais peut-être des éclairages sur ces questions. Sur ces questions-là qui ne sont pas des questions seulement de terminologie, mais des questions de comment prendre en compte ceux qui fabriquaient avant qu'on les regarde et qui ont été largement invisibilisés, qui existent aussi. Le réparateur de mobylettes, même s'il est caché dans un coin, il est dans la ville probablement dans laquelle il étudie autour de New York. Il est aussi à l'angle de nos quartiers, qui soient ou pas gentrifiés, et sa vie n'a pas changé parce qu'il y a de la gentrification. S'il a pu rester là et son atelier a pu rester là, bon, je dis réparateur de mobylettes en référence à un travail qui est assez intéressant sur l'éloge du carburateur, mais pas seulement. Enfin,
où on place la typologie et comment on la construit afin qu'elle soit suffisamment riche pour intégrer les makers qui sont effectivement, en termes de productivité, en termes de production économique, d'emploi, sont signifiants. En termes de design aussi, on peut aller dans cette, bien sûr, mais suffisamment aussi intéressante pour travailler sur ceux qui construisent les sociabilités de la ville dans laquelle on vit. Et parce que quand on perd la fonction productive de la ville, on perd des sociabilités urbaines, on perd de la vie dans les villes. Alors je travaille sur un contexte, juste pour l'introduire, on en parlera avec peut-être certains, je travaille sur le cas des villes indiennes, des petites villes indiennes qui n'ont pas perdu la fonction productive, où il y a énormément de producteurs qui sont invisibilisés par les pouvoirs publics, bien sûr. Ils sont reçoivent soit des grandes récompenses, ils sont très forts, soit on les oublie complètement, sauf les artistes contemporains qui ne les oublient pas parce qu'ils font fabriquer leurs œuvres. Mais voilà, où placer le curseur en termes de typologie et de terminologie? I came in about halfway and you said a lot there, but that's a great question you're raising. What was I going to say about this? Yeah, I think, it's a myth that this is a resurgence. It's a myth that this craft and artisanal production never disappeared, right? It was always around us. It was always being done. The reparative trades, the, building arts, right? All these different workers with their hands and manual labor has never disappeared, even from Western cities. I think it's just a question of what gets valued, what gets valorized, and who does the valorizing and under what conditions, and who has the sort of tools to do that. Who will get left out, who will not be sort of part of the what I look at, which is all the more the cool aspects of culture that people are interested in. What's not cool? What doesn't get labeled as being cool that people produce, that does get the higher price points and the media engagement and all the rest of it, right? Like I was giving examples yesterday, plumbers aren't cool. Electricians aren't cool. Bike repair people aren't cool unless they're making bicycles for bespoke and boutique clients or something like that. The regular stuff, the more working class stuff, the lower income stuff has never been really considered that unless it could be brought into these schemas of valuation of cultural production and so on. If they are, great, good for them. We should think of ways to, do that in an equitable way in which they're going to be able to maintain possession over their, maintain ownership, I should say, right, over their processes, over their imagery and all the rest of it. If not, they'll simply get left behind and they'll be ignored and they'll continue with their own economies and they'll continue struggling, right? I mean, you said a lot, but that's my quick reaction to that. Oui, peut-être pour continuer là-dessus, j'ai l'impression que toutes ces discussions nous ramènent aussi à la question de l'économie fondationnelle qui a été posée ce matin par Jean-Michel et des frontières en fait de cette foundational economy, cette idée qu'il faudrait recentrer la production urbaine sur le fondamental. Alors là, on voit bien à travers ces crafts des néo-artisans comment c'est vrai que faire des cocktails, vendre des prime cuts de viande maturée, servir des IPA hyper pointus ou quels sont les autres lisser la barbe et parfumer la barbe des hipsters sont peut-être pas nécessairement les choses et les activités qu'on rangerait dans économie fondationnelle. Et on a peut-être tendance à les considérer a priori comme frivoles et accessoires. Mais évidemment, à ce moment-là, ça pose la question de savoir qui pose la fondation et qui définit ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas. Puisque si on considère une communauté urbaine comme New York, qui est, comme on l'a dit, une elite city, eh bien, pour les élites, avoir une barbe bien lisse qui sent bon, boire un bon cocktail et manger de la viande mature, c'est fondamental. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et il faut bien comprendre qu'on parle de gentrification à New York. On est au-delà de la gentrification à New York. On a basculé dans la ville du luxe généralisé. Et donc, on parle d'une communauté urbaine et une population pour lesquelles ces biens sont fondamentaux, aussi désagréable que ça puisse paraître. À côté de ça, on fait valoir d'autres éléments qui, eux, ressortiraient d'une économie fondationnelle. Et on a beaucoup parlé du commerce de bagnoles, on a parlé des réparateurs de mobylettes, etc.
eh bien, beaucoup de gens vous diront qu'aujourd'hui, on aimerait bien que les automobiles et tous les véhicules polluants ne soient plus fondamentaux dans l'économie de la ville. Du coup, il peut y avoir un débat aussi ici pour savoir si les réparateurs de mobylettes s'inscrivent dans une économie qui serait plus fondamentale. Donc je pense qu'en fait, on est sur une discussion et une proprement politique autour de ce que sont les besoins d'une population urbaine, et qu'il est bien difficile, a priori, de départager entre l'accessoire et le fondamental, ou alors il faudrait proposer une méthode pour ce faire, mais chacun, depuis sa perspective et son initiative, ne peut pas délimiter un périmètre du fondamental à l'exclusion du reste. Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste poursuivre là-dessus en me demandant si en invoquant la dimension spatiale de la question. J'ai eu l'impression que toute la matinée, elle a été évoquée de manière géographique à travers des logiques d'occupation du sol. Mais justement, est-ce que si on se demande, si on essaie de répondre à la question qui vient d'être posée sur l'importance de cette question du curseur en termes de typologie, est-ce qu'un des critères de cette typologie et de la formation de l'identité fondationnelle, c'est pas justement lié au rôle de différents makers, crafts ou autres dans la formation de l'espace public? Quels sont les lieux finalement d'expression de ces identités de travail, et quels sont donc les espaces dans lesquels ils se réalisent? Il me semble que il y a peut-être dans la transformation dont on a parlé tout au long de la matinée, il n'y a pas que la question de la localisation de business dans la ville, mais aussi la manière dont on reconfigure à travers des lieux de nouvelles formes de sociabilité, comme ça a été très bien dit, donc la configuration de possibilités de générer de nouvelles valeurs urbaines et donc de nouvelles valeurs fondationnelles.